qu'on s'achemine vers une nouvelle crise post-électorale en Côte d'Ivoire? C'est le thème du forum de cette semaine. Nos invités, Maître Eric Emmanuel Sosa, il est avocat au barreau de Lomé, et l'homme qui ne bouge pas, son Excellence Sogoyou Kegewe, journaliste ancien ambassadeur du Togo. Et cette seconde partie, nous l'animons avec vous, fidèles téléspectateurs, plus de 128 96 08 43 43 pour nous écrire via WhatsApp, ou si vous nous suivez en direct sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez également commenter abondamment cette émission, que vous soyez d'accord avec nous ou pas. Et je voudrais commencer tout de suite avec un premier téléspectateur qui nous vient du Burkina Faso, c'est Yaoumé Ogo Barthélémy, depuis le pays des hommes intègres. Bonjour le plateau, bon, Gilles, Emmanuel Sosa, le papa de tous les temps dont je sollicite le numéro WhatsApp. C'est un grand plaisir pour nous de vous suivre chaque dimanche dans l'éveil des consciences panafricaines. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les dirigeants qui refusent de demander conseil à Blaise Compaoré sur place à Abidjan, avec eux, comprendront très tardivement. Nous constatons ça et là un vent nouveau qui souffle et qui emportera tous les dinosaures qui refusent d'écouter les peuples et qui travaillent pour des intérêts extérieurs. Qu'il pleuve ou qu'il neige, les populations panafricaines vivront désormais de leur richesse naturelle. Ce n'est plus une histoire de Goïta, Traoré ou Tiani, c'est une histoire de réveil que toute l'Afrique doit désormais observer à tout prix. Le temps est un autre nom de Dieu, gardons notre morale en patience. Le vent ravageur viendra faire le travail au profit des dignes populations. Longue vie à cette émission et à vous, intrépides panélistes pour le sacrifice. La victoire est à nos portes. Je salue au passage une liste de panélistes de New World TV, dont Papa Sogoyou, Gilles, Didier Noureddin Alaou, Lucas Baki, Gabin Adjaho, Charlotte Guézéré, oui, que nous saluons au passage. Merci de m'avoir suppléé la semaine dernière, oui, Chacha. Le pasteur et Dokomi, etc., et attiré l'attention de certains panélistes propagandistes transafricains qui interviennent souvent sur le plateau de New World, dont je vais taire les noms pour le moment. Bon vent à l'émission, c'est Yamogo Barthélémy depuis le Burkina Faso. Je crois que c'est le mérite de New World d'accepter les différences d'opinion. Donc, chacun fait sa propagande. Nous aussi, ce que nous disons, les gens disent nous faisons telle propagande. Donc, d'autres viennent, ils font leur propagande. C'est aux auditeurs, au peuple que vous êtes, de choisir, de se faire une idée. Parce que le problème, où va l'Afrique? Où vont les Africains? C'est ça la question. Devait-on être encore esclaves comme dans les plantations de canne à sucre et de tabac en Louisiane? Ou bien on veut changer notre destin? Est-ce que les Africains sont prêts pour le changement de ce destin? Parce que quand je vois encore beaucoup de gens jouer à la loterie diversité pour émigrer volontairement, alors qu'on les a pris avec des bateaux de force il y a combien d'années déjà? 4 siècles. Est-ce que ce n'est pas le même phénomène qui revient? Sauf que cette fois-ci, disons qu'ils sont aspirés. Non, ils sont aspirés par quelque chose qui, malheureusement, s'est imposé à eux parce que s'ils ne trouvent pas sur leur continent, là où ils sont nés, les conditions de vie satisfaisantes, on ne peut pas empêcher l'être humain d'aller chercher un mieux-être ailleurs. Vous savez, même un animal, quand il est dans un enclos où finalement le foin est complètement terminé, achevé, quand il trouve que l'herbe est plus tendre dehors, il n'aura de cesse qu'à vouloir franchir la barrière et aller brouter l'herbe qu'il trouve plus fraîche dehors. Donc ça, c'est un phénomène naturel. Et aujourd'hui, les Européens, les Américains se plaignent du phénomène migratoire. Ils nous rejettent comme des déchets toxiques. Oui, écoutez, un Africain, quand il est de passage, jusqu'à ce qu'il arrive à destination, le sort qui lui est fait est lamentable. Et parfois, c'est pire que ce que peut-être nos frères ont vécu sur les mers quand on les emmenait de force. Donc, quelque part, c'est la raison pour laquelle c'est important. Il faut que nous autres, parce que si on nous donne à vous, doyen et moi, la parole sur un plateau comme ça pour deviser, c'est parce qu'on pense que nous avons quelque chose à penser, à échanger et à semer dans l'esprit des gens. Donc, il faut que notre parole soit une parole qui éveille et qui donne envie à nos frères qui nous écoutent, qui nous font l'honneur de nous suivre,
de tirer quelque chose qui leur permette de se dire demain, quelque chose va changer en Afrique. Oui, mais quand on écoute au Burkina Faso, c'est un exemple que je prends, Ibrahim Traoré, on a l'impression que c'est très simple de changer les choses. Parce que dans la semaine, je l'ai écouté dire simplement qu'à partir de maintenant, là, plus d'importation de meubles dits de luxe de l'extérieur. Il va faire fonctionner les bois et les menuisiers du Burkina Faso. Permet que là-dessus, puisqu'on y vient. Bon, c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes. D'accord ? Ceux qui importent le bois d'ailleurs, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas de bois chez eux. Ils le font parce qu'ils préfèrent protéger leur forêt d'abord. C'est pour ça qu'ils font le choix d'aller chercher. Attendez. Non, parce que c'est pas vrai, parce que ce sont nos bois qui vont là et qui reviennent permettez, en meubles. Non. Vous savez, la plupart du temps, la plupart des meubles qu'on importe de l'extérieur, de Turquie, de Chine ou parfois des États-Unis quand ça arrive, ne sont pas en vrai bois. C'est de l'aggloméré, c'est des déchets de bois. Oui, donc ils ont trouvé des solutions pour ne pas détruire leur nature. C'est la raison pour laquelle... Ils prennent le bois ici, ils mettent tout ça. Non, attendez. Le bois au Gabon... Mon ami, je vais vous dire, vous allez voir des meubles qui ont l'apparence du bois. Ils appellent ça du faux bois. Et nous avons des meubles qui ont l'apparence du cuir, on appelle ça le faux leather. Et on n'a pas tué une seule bête, mais on a un meuble dont les assises ressemblent à du cuir. C'est du synthétique. Donc, on ne va pas dire on va détruire toutes les forêts. Non, pas détruire toutes les forêts, de toutes les façons, on les a détruites pour les exporter. On ne va pas continuer à le faire pour dire africain. Non, on ne va pas continuer à faire ça pour dire non, on consomme local. Si c'est pour détruire nos forêts, ce consommer local nous coûtera cher un jour. Mais de toutes les façons, on les détruit. Gilles, non. Ce que le président Traoré a dit, mais c'est une question de bon sens. Oui. Et d'ailleurs, c'est vous-même qui le dites que ce qui vient ici, ce n'est pas du bois. Non. Alors, on n'est pas obligé de détruire nos forêts pour faire nos meubles. On n'a qu'à juste réfléchir. Voilà. C'est tout. Merci. Parce que on ne peut pas, moi je dis, on ne peut pas en tant qu'Africain continuer à tout importer. Mais c'est tellement idiot, si on peut se permettre ce mot, d'importer tout. Même la nourriture. Non, attendez. Même la nourriture. Non. La nourriture, même, vous allez loin. Écoutez, je dis, si quelqu'un, un industriel, veut gagner des milliards, il faut qu'il investisse dans les papiers toilettes. Voilà. C'est-à-dire que même les papiers toilettes, on les importe. Vous voyez un peu où ça en est. C'est-à-dire qu'on est tellement conditionné par... on est des compradors. On achète, on importe. Et en fait, du coup, on oublie de fabriquer. Il est possible de fabriquer. Et quand on a parlé j'ai parlé du PQ, mais de la même chose. On peut fabriquer des meubles assemblés qui sont faits en agglo, en Afrique, partout. On peut le faire au Burkina Faso, au Mali, au Togo, en Côte d'Ivoire. Mais seulement, on n'est pas éduqué à penser comme ça. C'est ça le problème. Oui, mais l'affaire est tellement grave parce que Sahel. après avoir mangé la nourriture qui vient d'ailleurs, on utilise les pics qui viennent d'ailleurs et on s'essuie après évacuation les pays avec les du toilettes Sahel qui produisent plus de cuir que les pays du Sahel. Ça veut dire que s'ils veulent faire leurs meubles tout en cuir, ils peuvent le faire. Oui. Mais non, attendez. Si on veut aller sur le thème du comportement de l'Africain, c'est tellement triste. C'est pourquoi quand j'entends les gens, développement, décollage, ils ont quelle expression émergence. Mais ça ne viendra jamais, vous ne produisez rien. L'émergence ne viendra jamais. Je vais vous donner un exemple. Voilà. Il y a une marque chinoise, on ne va pas en donner le nom, qui maintenant a pignon sur rue, à Lomé, il y en a de plus en plus de cette marque. Et puis, il y a des Africains qui disent, oui, moi, je ne vais pas conduire une voiture chinoise, etc. Voilà des gens qui ne sont pas capables de fabriquer un pneu, qui n'ont fabriqué aucun, ni même un vélo, qui sont en train de faire les snobs. Parce que moi, je préfère une voiture américaine, je préfère une voiture allemande, moi, c'est BMW, moi, c'est Mercedes, je ne vais pas conduire une chinoiserie. Les Chinois vous emmerdent et ils vont vous vendre des voitures, vous n'allez même pas y croire. Mais bientôt, c'est que ça que vous allez avoir. Même les journalistes et les avocats, on les importe. Vous voyez où ça en est? Vous voyez où ça en est, c'est ça. Alors qu'il y en a de locaux bien charnus, bien dodus. Les journalistes, mais on les importe, tout le monde le sait. On les importe.
les avocats, les juristes. Oui, dans un procès, quand on dit il est venu du barreau de Paris, on a l'impression que son client a 5 ans de moins dans la peine. C'est faux, au contraire, c'est une circonstance aggravante. Il faut arrêter ça. Les avocats et les juristes aussi, on les importe parce que quand on veut créer des textes de loi dans nos pays, on amène des juristes de l'étranger. Oui, mais justement, non, vous savez pourquoi? Non, mais là, je vais prêcher contre ma chapelle. Quand on va prendre les nôtres, là, ce qui se passe, c'est qu'ils font de la contrefaçon. Ils font de la copie de l'autre côté. Malheureusement, des copies grossières qui sont tellement mal foutues qu'eux-mêmes n'y comprennent pas grand-chose. C'est pour ça qu'on préfère directement s'adresser. Oui. Donc, Maître Sosa, si vous en êtes conscient, on vous donne le travail, vous n'allez pas faire contrefaçon. Vous ferez vos tests vous-même. C'est important qu'on commence. Merci. Oui, mais voilà. Sauf que, bon, vous savez comme on dit, le charlatan du coin n'est jamais crédible. C'est ça. On préfère le charlatan qui vient de loin. Mais pour rester dans cette parenthèse-là, vous, avocats locaux, est-ce que vous êtes moins performants que les avocats qui viennent de Paris, par exemple? Nous faisons la preuve tous les jours que nous avons les mêmes niveaux de compétences, que nous avons les mêmes acuités juridiques, que nous avons fait les mêmes formations et que parfois on leur a sérieusement botté les fesses quand on était sur les bancs. Mais quand on est sur le terrain, malheureusement, les nôtres préfèrent les importer que nous. Ils sont meilleurs que vous? C'est quoi Je demande encore à chaque fois à le vérifier. Ils ne sont pas meilleurs. Parce que même à diplôme égal, formation égale, expérience égale, un avocat togolais connaît le terrain. Oui, mais il connaît le peuple. Pourquoi ce n'est pas pareil pour les médecins, par exemple? Je faisais cette réflexion cette semaine. Un médecin qui a fait 25 ans au sein d'une population, il doit être vachement plus efficace qu'un médecin d'ailleurs de France qui ne connaît pas la population, qui ne connaît pas vos maladies, parce que... Non, voilà le problème, quand on veut ouvrir ça sur le champ de la médecine. Un médecin qui a été formé il y a 20 ans, d'accord, et qui n'a pas eu l'occasion de se mettre à jour de sa formation, forcément, il va déprécier. Et malheureusement, on ne donne pas à nos médecins les moyens de cette formation. Ça passe par beaucoup de choses. Quand il va falloir qu'il aille en séminaire pour se former, en France ou en Allemagne par exemple, s'il va en Allemagne, il aura les obstacles de la langue. Donc le plus naturel, c'est qu'il aille en France ou en Belgique. Si on lui refuse le visa, il va faire comment? Et ça, c'est aussi un problème grave. Pourquoi vous pensez que c'est seulement là-bas qu'on peut se mettre à jour? Est-ce que les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble et se partager les connaissances? Ah, écoutez, j'aimerais qu'on crée l'hôpital de référence d'Afrique de l'Ouest pour éviter de faire des évacuations sanitaires à l'extérieur. Ça me ferait le plus grand plaisir. C'est-à-dire, on s'en fout dans quel pays ça se trouve, mais on met les moyens de plusieurs gouvernements pour dire nous avons en cardiologie tel hôpital qui se trouve en Côte d'Ivoire, nous avons pour les maladies de stomatologie, etc., tel hôpital qui se trouve au Niger, pour les problèmes d'yeux, nous avons tel hôpital qui se trouve en Gambie. Et vous allez voir qu'on mettra beaucoup moins d'argent à y aller. Et avec l'AMU, Dieu merci, si ça peut nous couvrir, oui, on pourra soigner des Africains dans de bonnes conditions sur des plateaux techniques qui n'ont rien à envier aux plateaux techniques de Turquie et de Tunisie. Voilà l'affaire. Écoutez bien, oui. J'ai dit ici, nous souffrons d'un complexe qui nous a été inoculé depuis le temps de l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation et tout. Le noir ne fait pas confiance au noir, il ne se fait pas confiance à lui-même. Si tu es malade aujourd'hui, on amène 2 médecins à qualification égale, un blanc et un noir, je te jure que par réflexe, tu vas préférer prendre le blanc. Parfois même pas à qualification égale. Parfois même l'autre est... Le noir est mieux formé que mais lui. Tu vas prendre le blanc. Je vais vous donner un exemple. Et ça, c'est un truc qui est arrivé. Écoutez, c'est une anecdote, mais elle est réelle. Paix à son âme, le professeur Kéké, Jean Kéké, que tout le monde connaît ici, professeur d'université en chirurgie. Il a formé le professeur Debré. C'est lui qui l'a formé. Voilà. Et un jour, au chevet d'un malade, c'était d'abord le professeur Kéké qui était passé. Quand il a programmé son opération, lorsque ce malade, qui est un homme célèbre,
a vu venir le professeur Debré, il a dit « Ah, enfin, vous me sauvez. Bon, parce que là, maintenant, je suis tranquillisé, je suis confiant. Je vais bien dormir parce que c'est vous qui allez faire mon opération. » Voilà. Et Debré, très élégant, lui dit « Ok, d'accord, pas de problème, on se verra demain. » Et le lendemain matin, quand ils arrivent... Il ne voulait pas le stresser. Voilà, quand ils arrivent, Debré lui explique « Voici celui qui m'a formé, c'est lui mon professeur. Et je vais être à ses côtés pour assister à votre intervention chirurgicale. » Le type, qui était un grand homme politique africain, il tremblait encore, parce que ce n'est pas Debré qui va l'opérer, c'est Kéké. Mais c'est la même chose, Gilles. Quand il a fini, quand on l'a réveillé, c'est là où Debré est venu lui montrer ce qu'il a fait. Il a dit, vraiment, il a toujours la main aussi fine. J'aimerais pouvoir lui ressembler de ce point de vue-là. C'est l'élève blanc qui parle de son professeur noir comme ça. Et le patient est un Africain. Oui. Homme politique. Je vais taire le nom aussi. Alors, et vous, accepteriez-vous être opéré par Debré ou Kéké? Non, je veux être opéré par celui qui accepte m'opérer. Tu comprends, non? Je n'ai pas d'a priori. Mais si mon frère africain veut m'opérer, j'en serai vraiment fier. Mais s'il ne peut pas le faire et que c'est un blanc, un chinois, un japonais qui le fait, l'essentiel pour moi, c'est d'être en bonne santé. Est-ce que tu comprends? Donc, ça, c'est un exemple extrême. Mais je dis que dans la vie de tous les jours, c'est nos réflexes idiots qui nous coûtent cher. Les Africains achètent trop ce qu'ils ne produisent pas, alors qu'ils peuvent produire... Mais attends, j'ai déjà dit ça 1000 fois. Consommons produits togolais, africains. Mais les jeunes, tu vas sur les plateformes, tu vas voir comment des jeunes dans ce pays, par exemple, se battent, ils créent des produits, ils créent machin. Mais on ne les écoute pas, on ne les regarde pas. On préfère aller acheter des produits, je ne cite pas les noms, venant des pays dont on ne comprend même pas la langue. C'est-à-dire qu'il y a une notice dessus, en hindi, en chinois, en arabe, mais le noir va acheter ça. Son petit frère est à côté, il a le même produit, hein. Il peut le lui expliquer même dans sa langue maternelle. Ah, maman, voilà, papa, voilà. Non, mais il ne veut pas, parce que ça ne vient pas de loin. Il faut que ça vienne de loin. Si on a pu pervertir nos esprits comme ça, c'est vrai, nous sommes toujours en train de faire la boxe sur la France, mais nous sommes conscients aussi de nos propres tares qu'on dénoncera en temps voulu. Non, mais attendez, on a donné à la France, on va donner aux autres aussi. Oui. Dans le temps, nos frères qui allaient se faire former en Russie, notamment en médecine et chirurgie, vous savez qu'ils reviennent chirurgiens diplômés sans avoir jamais opéré une seule personne, même pas une jambe. Vous savez pourquoi? Parce que les Russes, ils disent « je ne veux pas être touché par un nègre. Fut-il médecin, je ne veux pas. » Oui, en ce temps, le monde n'était pas ouvert comme maintenant. Les gens n'étaient pas informés. C'est le même esprit qui a continué. Et c'est ce qui a donné le complexe. Non, c'est ça qui a donné les Russes n'ayant pas de passé colonial, ils connaissent moins les Noirs. On est d'accord. Les Français, les Européens, les Anglais, eux, ils ont un passé colonial, donc ils connaissent les Noirs depuis des siècles. On est d'accord. C'est plus gérable chez eux que chez un peuple qui n'a jamais vu un Noir. On est d'accord. On va fermer cette parenthèse. La rouvrir peut-être. La quoi? Les prochaines émissions. Donc on ferme la parenthèse. Oui, un jour il faut qu'on parle qu'on débat sur le devoir de consommer local, de produire local. Mais c'est trop, on importe tout. C'est pas croyable. Bonjour, la chaîne qui parle à l'Afrique et au reste du monde, c'est Kwadio José depuis Abidjan. La classe politique en Côte d'Ivoire, que ce soit l'opposition comme le parti au pouvoir, n'a aucune considération pour le peuple. L'opposition, nonobstant leur aversion pour la gestion du régime en place, n'a pu dégager en son sein de façon unanime un candidat unique pour cette élection. Comme corollaire, le RHDP fera certainement 5 années de plus au pouvoir. Le pouvoir en place est lui plutôt attelé à écarter des poids lourds de l'opposition usant de subterfuges tant juridiques qu'administratifs. Résultat des courses, au soir du 25 octobre, on a un faible engouement constaté lors du vote qui, fort heureusement, n'a pas engendré de violence pareille à celle de 2020. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bon dimanche à vous. Notre téléspectateur tacle aussi l'opposition
qui n'a pas utilisé la stratégie Sonko au Sénégal. Hein. Oui, écoutez, c'est vrai. On peut faire beaucoup de reproches à cette opposition, mais il faut quand même lui rendre justice en reconnaissant qu'on a utilisé contre elle les armes de la justice, des pseudo-juridismes complètement mesquins pour écarter des candidats de poids de l'opposition. Ça s'est passé au Sénégal aussi, mais Sonko a utilisé un plan B. Oui, absolument. Mais sauf pourquoi l'opposition ivoirienne? C'est vrai que l'opposition ivoirienne a fauté de ce point de vue-là. Mais dans le contexte, ce n'était pas facile. Ils étaient déjà eux-mêmes trop divisés. C'est un des problèmes de la classe politique ivoirienne, c'est que... Il y a des oppositions africaines en général. Oui, mais là, en l'occurrence de la classe politique ivoirienne, ils ont passé trop de temps à se taper dessus. Et ils n'ont pas su s'unir face à cet ennemi commun qu'il fallait battre à tout prix. Bonjour, M. Boko, et bonjour également à mon très cher doyen Sogoyo, sans oublier tout ça. Je salue donc son grand retour. Le maître s'est trompé sur le cas de 2016 d'un pays ouest-africain. Malheureusement, il n'est pas prudent de dire plus que ça. La liberté, la souveraineté triomphera de la ruse et de l'esclavage. Léopold Kotor de Cotonou au Bénin. Je vois où il veut en venir. Monsieur Kotor, comme dit Talon, vous allez souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Cyril de Paris. Lui, là, l'honnêteté de le dire. C'est tout. Vous allez souffrir, mais vous ne pouvez rien faire. Oui, ça, c'est honnête. Bonjour Yvonne Ferrand, bonjour Gilles, bonjour Maître Sosa, bonjour Son Excellence. C'est Cyril depuis Paris. Les récents développements politiques en Côte d'Ivoire confirment que les enjeux à Abidjan demeurent déterminants. Les positions d'Ado et de Laurent Gbagbo continuent de marquer profondément la scène nationale et panafricaine. Il n'est pas exclu qu'Ado poursuive encore un 5e mandat tant qu'il le jugera nécessaire. Quant à Laurent Gbagbo, il reste un acteur incontournable dont la détermination et l'expérience ne sont plus à démontrer. Penser qu'il a dit son dernier mot serait le sous-estimer. Voilà. J'apprécie la constance de son excellence et la rigueur juridique de Maître Sosa dans ses analyses. Bien à vous, Cyril depuis Paris. Un 5e mandat? Mais pourquoi pas? Je crois que Biya est passé au 8e, non? Ou au 9e? 8e. Alors, pourquoi pas lui? Qu'est-ce qu'il a de moins? Il a deux pieds, 2 bras, une tête, 2 yeux, un nez. Bon. Il peut. Tant qu'il gagne, je dis, tant que l'élection est ouverte, on va et quelqu'un gagne. Mais puisque c'est le peuple qui choisit le quelqu'un, qu'est-ce qu'un individu dirait contre ça? C'est parce que le jeu n'est pas ouvert que nous en parlons. Il ne nous appartient pas de juger le nombre de mandats de Ouattara. Mais c'est parce que les dés sont pipés que nous en parlons. Chacun dirige son pays selon la situation du pays. C'est parce que les dés sont toujours contextuellement pipés que les gens mettent l'accent sur la limitation de mandat. Il a dit tantôt, il y a des situations, le simple fait d'être candidat fait de toi un suspect. C'est-à-dire qu'on est dans une situation tellement mélangée, on ne sait pas où est la vérité, où est le chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas accepté le principe démocratique, en fait. Il a parlé de la Baule tout à l'heure. Pourquoi les gens, après la Baule, ont accepté le multipartisme? Parce qu'on leur a promis de l'aide. L'aide sera beaucoup plus abondante envers ceux qui vont avoir quelques ouvertures au multipartisme. Donc, parce que le maître l'a dit, on fait multipartisme. Et partout, on a fait le multipartisme. Et on a fait une conférence nationale au Bénin. Tous les autres ont fait conférence nationale. Tout le monde a fait conférence. Sauf le Sénégal, tout le monde a fait conférence nationale. Maître, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de multipartisme en Afrique, il y a multipagaille. Donc, moi, je ne vois pas de multipartisme. Comment, je le dis tous les jours. La France a combien de partis? Les États-Unis ont combien de partis? La Chine,
La Russie, ils ont combien de partis? Et quand Talon veut faire justement 2 gros blocs de partis, on dit qu'il étouffe la démocratie. Oui, mais deux grands blocs, on ne peut pas partir de 100 partis politiques pour tomber à 2. Il faut aller graduellement. Je suis d'accord sur ce point. Qu'il faut réduire la pagaille. J'ai dit qu'il y a multi-pagaille. Oui. Donc il faut réduire la pagaille. Oui. Et décider qu'il y a 2 gros partis, c'est quand même plus simple à gérer. Tu sais combien de partis le Togo a? Ça frôle les 120, hein, sinon plus. Hein. Alors, si vous appelez ça démocratie et multipartisme, mes amis, là, il faut aller réétudier votre vocabulaire. Hein. Toi et moi, on peut créer un parti demain matin. Mais pourquoi pas? Ouais. Alors, on sera les seuls membres. Les belles formules de son excellence après. Ah oui, je la note, la nouvelle belle formule, au lieu de multipartisme, c'est multipagaille. Multipagaille. Oui, tout à fait. Tu as raison. Bonjour à tout le plateau, bonjour Ziala. Plus de 100 partis pour 8 millions d'habitants. Monsieur l'ambassadeur, aussi au co-débatteur, Ben Sousa, habituellement je ne partage pas ses positions. Merci à vous, Monsieur Gilles, pour le thème longue vie à l'AES, longue vie à tous les présidents de l'AES et longue vie à tous du plateau, longue vie à New World TV. C'est Paul Tapsoba, au pays des hommes intègres. L'AES, justement, oui. avec le Mali, quelque peu mis en difficulté avec l'affaire des carburants. Mais on sait qui attaque. On sait qui attaque. Depuis que les mercenaires ukrainiens sont là, on connaît les stratégies. On sait qui utilise les drones, comment on attaque ces convois. Donc, ce n'est pas que les Maliens sont incapables, mais c'est parce que les autres ont augmenté leur niveau de perversion, de méchanceté et de cruauté avec les Ukrainiens. Hein? Ces Ukrainiens, c'est des nazis. Azov, c'est des nazis. Ils gèrent le pays sur des bases nazies. Mais quand tu dis non, que Zelensky, c'est un juif, il ne peut pas être nazi. Non, c'est la preuve même qu'il est un vrai nazi. Parce que quand tu travailles avec Azov, tu ne peux pas ne pas être nazi. Donc, ce n'est pas que le Mali ne peut pas ou affaibli, mais les autres ont augmenté leur perversité. Maintenant, je crois que le Mali est assez édifié et prendra les mesures qu'il faut pour faire face à cela. C'est tout. Bonjour au plateau, toutes mes civilités. Au plateau, tous les Africains saluent la sagesse de Laurent Gbagbo qui est en train de sauver la vie des Ivoiriens. Quant au Franco-Burkinabé, il n'a que faire de la joie des Ivoiriens. C'est Mahaman Maïga de Bamako au Mali. Vous savez, moi, tu sais ce qui me fait rire tous les jours? Tant que quelqu'un est président, on ne dit que du mal de lui. Il est mauvais, il est ceci, il est cela. On le fait partir, on fait venir un autre et malheureusement, il n'y a pas d'amélioration. C'est ça qui fait que aujourd'hui, même les peuples africains même sont désabusés. Les élections, même ils se demandent, mais c'est quoi encore ce cirque? Ce n'est pas toujours le cas. Il arrive que des présidents en fonction soient appréciés au vu des résultats qu'ils ont obtenus. Oui, justement, c'est à eux qu'on envoie les terroristes pour détruire les convois de carburant. Voilà. Pas le bénéfice. Pas eux seuls. Voilà le bénéfice de vouloir développer son pays, de vouloir travailler pour ton pays, de vouloir la souveraineté de ton pays. Non. Même en Côte d'Ivoire, sur le plan infrastructurel. Un pays en guerre a des ennemis de toutes sortes. En Côte d'Ivoire, sur le plan des infrastructures, on dit beaucoup de bien du président Ouattara. Oui, écoutez. Au Bénin. Au détriment de l'unité nationale. Mais bon, c'est vrai, il a fait des routes et des ponts. Écoutez, quand quelque chose est bien fait, il faut le dire. S'il y a des routes, nous tous nous utilisons les routes. Des hôpitaux, on utilise les hôpitaux. Vous ne pouvez pas être béatement admiratif chez les autres et chez vous, vous n'êtes pas capable de voir même le 1 mètre linéaire de route qu'on a fait. Il faut quand même dire qu'on a fait 1 mètre. Il y a encore 1000 mètres à faire, mais vous avez fait 1 mètre. Non mais attendez. On ne peut pas faire autrement. Laurent Gbagbo l'a dit. C'est-à-dire qu'on soit réduit à encenser un président parce qu'il a sorti des autoroutes ou des routes là où il y avait des sentiers de latérite. Il est là pour ça. C'est-à-dire que c'est un paradoxe. Comme on a inauguré des feux rouges dans notre pays là. On a fait ça. Feu rouge, on a inauguré. C'est-à-dire, c'est une telle réalisation qu'on doit applaudir ceux qui l'ont fait. Non, un chef d'État qui fait des routes, des ponts et des hôpitaux, on n'a pas à lui dresser des couronnes de laurier. Il est là pour ça, sinon on ne sait pas à quoi il sert. Et on veut des chefs d'État qui ont une gouvernance vertueuse, qui
arrive à créer une vision claire pour amener la population à suivre cette vision et à secréter dans leur rang des gens capables de leur emboîter le pas, faire des émules, comme on dit, et à quitter le pouvoir lorsque leur terme constitutionnel est arrivé. Point. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, on appelle ça démocratie, ce qu'on veut. Tout ça, ce sont des étiquettes. On veut des gens qui sont capables, même si ce sont des royautés, hein, des monarques. Mais écoutez, regardez le jeune Mohamed VI. Le jeune Mohamed VI, il est venu après son père. Son père a fait beaucoup d'erreurs qu'il a rectifiées. Et aujourd'hui, il a sa patte propre. Il fait des choses sur son empreinte propre. Il va léguer au Maroc son héritage à lui. Bon, personne ne conteste sa légitimité. Les premiers ministres partent, la rue les renvoie, mais le roi est là. Je voudrais qu'on puisse avoir... Tu as utilisé un mot, la gouvernance vertueuse. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Elle est indispensable, elle est incontournable. Voilà. Tant que la vertu n'est pas conjuguée avec la gouvernance, tout le reste est inutile. Merci. Donc, gouvernance vertueuse, là, c'est ça qu'il faut. Il faut arrêter les voleurs. Il faut les prendre. Il faut récupérer les milliards volés. Parce que, Maître Sosa, aujourd'hui, si tu as 10 milliards comme bien, tu m'excuses, vu ton âge, je crois que tu peux manger tranquillement jusqu'à ta mort. Si même tu vas vivre encore 40, 50, 60 ans. Voilà un ami qui me veut du bien. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine que les gens accumulent des centaines de milliards et dès qu'on met la main sur lui, non, parce que lui, il est un démocrate, parce que lui veut la démocratie, lui veut les droits de l'homme, c'est pourquoi le pouvoir lui fait des procès d'intention. Non, il faut qu'on sorte de ça. Si quelqu'un, même vous êtes du même parti, quelqu'un a volé, arrêtez-le comme voleur. C'est tout. Même si c'est mon fils, je l'arrête comme voleur. Même si c'est mon fils, je l'arrête comme voleur. Mais si tu n'arrêtes pas ton fils là, tu n'as rien fait. Merci. Je te dis que Staline, qui n'est pas quand même un modèle de démocratie, mais Staline, quand on a pris son enfant à la guerre, les Allemands ont dit, bon, on va te l'échanger contre un maréchal allemand. Il a dit non, non, non. Et les autres, je vais les échanger avec quoi? Mais il a été fusillé par les Allemands. Bonjour, donc, tu vois, Gilles. Maouidan Bokom, son Excellence Sogoyou Kokou Kegewe et Maître Emmanuel Éric Sosa, juste que nous vous suivons bout à bout au pays de Toumaï. S'il vous plaît, dans une de vos émissions, vous avez utilisé l'expression « Dien bien fou », Excellence Sogoyou Kegewe, pouvez-vous nous situer? Ça fait partie de nos anciens sujets au cours d'ENA, national d'administration, c'est Olomana, Caldor, on ne va pas refaire l'histoire de la France en Indochine. Bien fou, en fait, c'est un endroit où il y a eu une bataille entre les troupes françaises et les troupes vietmines, les Vietnamiens. Les Français se sont emmurés dans une cuvette en bas. Et ils étaient sûrs, ils avaient des armes, ils avaient les armes qu'il faut. Les généraux Jouot, Salan, machin, c'est toute une foule de ceux qui étaient là-bas, très sûrs d'eux. On a fait Polytechnique, on a fait Saint-Cyr, donc les petits bouts d'hommes asiatiques, là, on va les écrabouiller. Mais attends, les Vietnamiens sont venus, d'abord, ils ont déplacé l'artillerie à travers la forêt, à travers les fleuves, à travers les montagnes. Et ils ont mis leur artillerie autour de la cuvette, sur les collines. Donc les Français sont en bas et voilà les obus qui leur tombent dessus, comme des pluies, disons, du diable. Mais ils ne pouvaient rien, ils ont été défaits. Et on ne te dit pas le nombre de personnes qui sont mortes et ceux qui ont été amenés en esclavage, en détention. C'est-à-dire que, comme chose. Donc les Vietnamiens, à la guerre de Dien Bien Phu, avec, je crois que c'était le général Diap, ont fait preuve d'une stratégie et d'une parfaite connaissance de terrain. On ne peut pas confier la défense d'un pays à des gens qui ne connaissent pas le terrain. Avec des pièges de bambou qui empêchaient qu'ils puissent sortir. On ne te dit pas ce qu'ils ont fait, ces Vietnamiens. Mais moi, je l'ai dit ici une fois, je ne sais pas, devant les terroristes dans le Sahel, qu'est-ce qu'on attend pour envoyer des gens se former chez les Vietnamiens pour la guérilla dans la jungle? Parce que c'est les maîtres. Ils ont fait ça, ils ont battu les Français, ils ont fait ça, ils ont battu les Américains. Mais quand même,
C'est un exemple à suivre. C'est que le terrain ne s'y prête pas. Aller dans les écoles où on porte de beaux galons, dans les salons, et puis on jure fidélité à un autre pays avant de revenir dans son propre pays. Mais c'est de la foutaise. Un message d'un Draman qui n'est pas Ouattara. Draman Saounera depuis Paris. Bonjour Gilles. Bonjour Maître Sosa. Bonjour Doyen Sogoyou Kegewe, DSK. Tous les ingrédients sont réunis pour que la Côte d'Ivoire s'enflamme et Alassane Ouattara, comment diluer ça, bon, sans souci. Il a l'habitude, mais il est venu dans le sang, il partira. Censuré, le dernier mot. Bonjour Gilles, salut le plateau. C'est Bernardin depuis Cotonou. Merci du sujet du jour et surtout des analyses vraiment à propos des panélistes. Les élections en Afrique ces dernières années font davantage honte à l'Afrique. La trouvaille maintenant, c'est l'élimination des candidats potentiels avant la course, des coups d'état civil avec à la manœuvre l'élite intellectuelle corrompue. Corrompue, indigne, irresponsable des 10 juristes qui rusent avec les lois de la République et la Constitution. L'Afrique a vraiment un problème de capital humain qu'il faut redéfinir. La Côte d'Ivoire, nous avons un message également. Bonjour Afrique, bonjour Niveau TV et bonjour Gilles Papa Sogoyou et l'invité Maître Sosa que je ne connais pas. Enfin, il ne connaît pas son nom, c'est Maître Emmanuel Eric Sosa. Je suis Boris de la Côte d'Ivoire. Élection donc en Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas allés voter. Ça, il faut le reconnaître. Je ne sais pas quels résultats ils vont proclamer. Mais il se dit que les résultats vont tomber ce dimanche à 14h TU. Il se croit plus fort, le plus fort que tout le monde en Côte d'Ivoire. Pourtant, il a oublié qu'être fort, il faut avoir... c'est quoi chipoter? Même c'est chipoter. Enfin, il faut avoir des supporters. Et même, parfois, même ces supporters l'ont laissé. Donc, globalement, il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025. Ils ne peuvent pas venir nous dire que les taux de participation atteignent 50%. Encore une fois, merci à Papa Sogoyou, le Seigneur de mon cœur de tous les dimanches. Et il n'y a pas, je ne sais pas si dans le code électoral ou bien dans la Constitution, il est exigé un certain taux de participation avant de valider les élections. Tant qu'il n'y a pas cette exigence de taux de participation, ben, je vous ai dit, même si on avait mis un seul bureau de vote à la présidence et que les gens avaient voté là-bas, mais on fait les pourcentages. On dira qu'il a été élu à 65, à 70, à 80%, puisque c'est un seul bureau de vote et c'était à la présidence. Donc, moi, je crois que les élections sont terminées. Et il faut enterrer la hache de guerre. Parce que les Ivoiriens, le peuple, je parle du peuple, hein, parce que les dirigeants, eux, ils ont appartements en France, aux États-Unis. Les moins nantis ont des villas à Accra, à Lomé, à Cotonou, à Burkina, Mali, Niger. Ils ont tout, ils ont leurs biens. Et dès la première rafale, ils sont là-bas avec leurs enfants. Mais le peuple, ceux-là, 5 millions d'Abidjanais, 5 millions d'habitants de l'arrière-pays, ils vont devenir quoi? Donc, chaque fois que les gens parlent de violence, ils n'ont qu'à penser à ces gens et se dire, cherchons la voie qui va nous empêcher d'en arriver là. C'est pourquoi je dis, j'admire Gbagbo. Il aurait pu donner des mots d'ordre de violence et de tout, mais il s'en est abstenu et il faut le féliciter pour ça. Il faut l'encourager dans ce sens. Il faut que ses conseillers trouvent des formules d'apaisement. On ne dit pas d'abandonner la lutte, mais qu'ils trouvent des formules d'apaisement et que la lutte continue sur un autre terrain. Ceci dit, personne n'a intérêt à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais comme la Côte d'Ivoire, avec le pouvoir qui s'est renouvelé, n'a pour objectif que de déstabiliser le Sahel, ben, un jour, le déstabilisateur risque d'être déstabilisé. Parce que personne ne peut se laisser marcher sur les pieds matin, midi, soir par le même individu qui fait preuve d'arrogance parce qu'il est soutenu par un petit blanc agité qui est soutenu à peine par 14% de son peuple et à qui le peuple demande matin, midi, soir de partir. Et c'est son soutien qu'on utilise pour narguer. Ce sont 10 millions d'habitants dans le Sahel. Je crois quand même qu'il faut savoir raison garder et savoir que si ça pète, la guerre ne sera pas en France, mais elle sera ici, nous les Noirs. Il faut qu'on évite ça ensemble. Bonjour Gilles, bonjour Son Excellence Maître Sosa. Chapeau à Gilles pour être à la tête avec les 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES
et surtout d'avoir abordé le sujet d'albinos noir. Je te donne 1000 points d'avoir provoqué son excellence Sogoyou Kegure. C'est Soumana Silla, ressortissant de la RS depuis Brazzaville au Congo. Quelques messages encore et on clôture cette émission. La Côte d'Ivoire, oui, bonjour, mes salutations à tes invités. Je suis à Mani de la Côte d'Ivoire. Notez que Alassane Ouattara n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Il veut absolument se maintenir au pouvoir. Il a depuis toujours trompé les Ivoiriens et même ses partisans pour faire porter le chapeau à l'opposition a été toujours ainsi. Bon dimanche. Merci de ce message. Bonjour Niwad, je vous écris depuis Sokoré et très ravi de vous écrire un salut spécial à nos deux papas. Les Africains devront arrêter de mourir pour les élections téléguidées par l'impérialisme. Pas de souveraineté, pas d'élections, surtout présidentielles. À mon avis, les élections ne sont pas encore pour l'Afrique. Suivons de très près ce qui se passe au Sahel. C'est notre sortie. J'ai comme l'impression que le modèle politique au Togo serait le meilleur pour l'Afrique avec plus de patriotisme et de vision, nous écrit le télévisateur de Sokoré. Alors, conclusion, Maître Eric Emmanuel Sosa, je commence avec vous. Finalement, ce 4e mandat, est-ce que ça ne va pas être comme une arête dans la gorge du président Ouattara? Et que faire pour maintenir la stabilité et le rayonnement de ce pays que nous aimons tant? Mais il est plus à craindre que ce soit une grosse épine dans les pieds de la Côte d'Ivoire. Une arête dans la gorge du président Ouattara, sincèrement, je m'en fiche. Et je ne lui souhaite pas bon appétit après. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là en sont venus à oublier ce pourquoi ils ont décidé de faire de la politique. C'est-à-dire, en fait, on pouvait le croire, servir le peuple. Et puis finalement, quand ils y parviennent, on a l'impression que le peuple est le cadet de leurs souhaits. Ce qui compte pour eux, ce sont les délices du pouvoir qu'ils veulent faire durer le plus longtemps possible et à la limite y mourir. Ça devient leur seule ambition. Et M. Ouattara en est la parfaite illustration. Et vraiment, on peut le dire ad nauseam. Ce monsieur a certainement d'immenses qualités. Mais les 2 premiers mandats auraient largement suffi pour lui permettre de laisser un nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il a abîmé ce nom en faisant la prolongation de 2 mandats supplémentaires. Et je pense que la Côte d'Ivoire ne s'en sortira pas avantagée, en tout cas. Et c'est ce qui est dommage, parce que au train où vont les choses, finalement, le développement qu'il prône, si c'est au détriment de la cohésion sociale et de l'unité nationale, alors c'est un mandat totalement inutile. Excellent. Je crois qu'il ne faut pas confondre Côte d'Ivoire et Ouattara. Il y a Ouattara l'individu, Ouattara le président, mais ce n'est pas lui la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est plus que ça. Et c'est des hommes qui veulent la paix, qui veulent la justice, qui veulent le développement. Aucun Ivoirien n'a envie qu'avec toutes les richesses que ce pays a, que ce soit des centaines de jeunes Ivoiriens qui sont vendus en Tunisie, en Libye, parce qu'ils veulent rejoindre l'Europe. Ceci dit, si le président Ouattara s'est fait élire ou réélire président pour gérer son pays, comme on dit qu'il a fait des miracles en infrastructure, il a tellement construit de bons hôpitaux que son soutien numéro 1, Makosso, général Makosso, pour soigner une grippe, il veut aller à Paris. Donc ça prouve le niveau de développement de leurs infrastructures médicales. Donc si c'est pour reconstruire davantage la Côte d'Ivoire, mais nous tous nous applaudissons. Mais comme son objectif numéro 1 pour ce mandat, c'est de voir comment, avec ses complices de la France-Afrique, déstabiliser les pays du Sahel, sur ce point-là, moi j'invite les pays du Sahel à faire extrêmement attention, à être vigilants et à assurer leur sécurité jusqu'au jour où le président Ouattara saura que son objectif, élu par les Ivoiriens, c'est de travailler pour développer la Côte d'Ivoire. Donc maintenant que le 4e mandat est consommé, justement ma question, comment assurer la paix, le développement? Parce que si ça dégénère, c'est la sous-région qui semble... Oui, quand j'entends dégénérer, là, moi, ça me rend malade. Il faut éviter ça. C'est tout ce que je peux dire. Non, on n'évite pas en évitant de répondre. Hein? Il faut, non. Parce que quand vous dites dégénérer, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que les horreurs qui ont été commises jusqu'à l'arrivée de Ouattara au pouvoir,
Mais on en sait peu. Mais si on te dit les réalités, et tous ces gens qui ont commis ces horreurs, ils sont aujourd'hui autour de Ouattara. Et d'ailleurs, c'est eux les inconditionnels qui veulent que le pouvoir continue. Parce que, autrement dit, tous, ils vont finir à la CPI. Donc, on ne va pas recommencer le même cirque, tuer encore des innocents et après envoyer des gens à la CPI. Parce qu'à la CPI, tout se passe là-bas, mais la CPI ne ressuscite pas les morts. On juge les vivants qui ont tué, mais on ne ressuscite pas les morts. Merci. Voilà. Merci à vous tous de votre disponibilité ce dimanche. Maître Sabon, retour chez vous. Merci, ce fut un plaisir d'échanger encore avec vous. Merci, Excellence également. Dernier message avec Echo depuis Agoué. Salut niveau de forum. Juste vous dire que vous faites du bon travail pour le réveil de la conscience de la jeunesse africaine concernant l'actualité politique en Afrique francophone et en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, en l'occurrence, c'est dégueulasse que les vieux ne veulent pas laisser la place aux autres pour voir de quoi sont capables ces derniers. Ça fait vraiment honte quand on apprend toujours et toujours des situations liées aux élections en Afrique francophone. L'Afrique est en retard en même temps de développement. Il faut que tous les présidents africains emboîtent les pas à nos dignes présidents de l'AES pour une amélioration des conditions de vie des populations. Écho depuis Agoué. Vous êtes encore nombreux à nous envoyer vos messages. Nous trouverons le temps de les relayer dans nos prochains programmes. Ainsi s'achève ce forum. Nous disons merci infiniment à Gildas Yamajakouema pour la réalisation. Didier Samon était sur les réseaux sociaux et Hervé Tataga à la diffusion. Merci à tous et à tous les téléspectateurs. À très bientôt.